Hier, Donald Trump a encore insulté les Africains. Il a traité la Somalie de pays qui pue. Il a parlé des Somaliens comme des garbage, c'est-à-dire de la poubelle. Il a relancé sa vieille musique sur les pays africains qu'il considère comme des shithole countries, c'est-à-dire des pays de merde. Alors, pendant que beaucoup d'Africains sont repartis dans la colère, l'indignation, des sorties émotionnelles, lui, il continue tranquillement de signer des décrets. Alors, après l'attentat commis par un Afghan aux États-Unis, Trump a décidé de suspendre des procédures de visa, de la green card, de naturalisation pour les ressortissants de 19 pays considérés comme à risque, dont plusieurs pays africains et la Somalie en première ligne. Alors, au milieu de cette tempête, il y a un pays qui miraculeusement a échappé à cette vague de sanctions, le Cameroun, alors que presque tous les pays de la zone CEMAC ont été ciblés. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je pense que ce n'est pas un miracle. C'est une logique froide, brutale et qu'on ferait mieux de la regarder en face. D'abord, il faut arrêter de se raconter des histoires. Donald Trump ne fait que dire tout haut ce que beaucoup en Occident pensent tout bas. Il ne fait que mettre les mots grossiers sur le mépris qui lui est très sophistiqué, très poli, très institutionnel. Et c'est là où moi, personnellement, je préfère un adversaire que je connais à un ennemi invisible. Quand quelqu'un te dit ouvertement, je trouve que ton pays pue, il te donne une information stratégique. Il te dit comment il te voit, comment il évalue ta valeur dans le système. Donc le vrai problème, c'est maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette information? Est-ce qu'il s'agit de répondre avec des émotions? J'ai suivi des Africains dire réciprocité, l'Union africaine devrait faire une sortie. Il faut savoir que dans le monde réel, celui des visas, des accords, des grandes décisions, on ne te juge pas parce que tu existes, on te juge sur la somme de ta puissance réelle. C'est-à-dire ton PIB, ton niveau de sécurité, la qualité de tes élites, et également de ta diaspora. Et c'est là que le cas du Cameroun devient intéressant. Aujourd'hui, près de 100 000 Camerounais nés au Cameroun vivent aux États-Unis. Une diaspora relativement petite à l'échelle américaine, mais extrêmement performante. Les chiffres officiels montrent que les ménages dirigés par les Camerounais ont un revenu médian d'environ 90 000 $ l'année, c'est-à-dire plus élevé que la moyenne des ménages américains. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans les statistiques froides, ceux du Trésor, du Fisc, de l'immigration, le Camerounais moyen, c'est un profil qui travaille, qui gagne bien sa vie, qui paie ses impôts, qui consomme américain, qui investit. Donc, ce n'est pas un hasard si chaque année, cette diaspora envoie des centaines de millions de dollars de transferts vers le Cameroun. Et ça, les Américains le voient aussi. C'est-à-dire, ce sont les flux financiers, les comptes bancaires, les entreprises, les hypothèques, les loyers payés à l'heure qui comptent. Quand tu regardes la diaspora camerounaise aux États-Unis aujourd'hui, tu ne vois pas seulement des chauffeurs de Uber ou des infirmières. Tu vois des gens comme Rebecca Enonchon qui a construit depuis le Maryland une entreprise de logiciels avec des clients dans des dizaines de pays et qui siège dans des conseils d'administration des grands acteurs de la tech. Tu vois des gens comme Eunice Adjim qui a monté et revendu des boîtes tech qui gèrent aujourd'hui un fonds de plusieurs dizaines de millions de dollars. Tu vois des entrepreneurs comme Bako Ambianda qui a construit un conglomérat avec des actifs de plusieurs millions de dollars. Tu vois des coachs comme le Master Coach Raphaël qui a aujourd'hui un patrimoine d'un demi-milliard de dollars. Tu vois des entrepreneurs comme encore très récemment Nadine Duiko, cette Camerounaise qui a ouvert un salon de tresse dans le Maryland qui tourne aujourd'hui à plein régime avec près de 400 postes de travail. C'est plusieurs millions de dollars comme ça chaque année. Je pourrais citer comme ça plusieurs dizaines de Camerounais dans plusieurs domaines. Que ce soit Pelkin Adjano, un inventeur et entrepreneur de la deep tech qui est né à Limbe, qui a aujourd'hui un double diplôme à Harvard, un MS et un MBA, cofondateur de Casvita. Que ce soit le professeur Ezendunge Greg Fonsa, économiste agricole, le professeur Georgette Kamogne, aujourd'hui généticienne et virologue nucléaire, professeur et vice-chair au département de pharmacologie en experimental neuroscience à la University du Nebraska Medical Center. Tout ça, ce sont des chiffres, ce sont des bilans, ce sont des feuilles d'impôts, ce sont des Camerounais qui ont réussi. Ils sont successful aujourd'hui aux États-Unis. Ce sont des emplois créés. Tout ceci sur le territoire américain. Donc, quand Trump décide de bannir certains pays et pas d'autres, ce n'est pas parce qu'il aime les uns et qu'il déteste les autres. C'est parce qu'il fait tout simplement un calcul coût-bénéfice. Tu peux ne pas aimer ce raisonnement. Tu le trouves certes injuste, violent, mais c'est comme ça que se comportent les grandes puissances. Elles optimisent leurs frontières comme un portefeuille. Voilà pourquoi
pour t'aider aussi à optimiser ton portefeuille et ton patrimoine, j'ai mis sur pied une formation. Si tu vis en Europe ou en Amérique et que tu veux investir sur les marchés financiers sans te casser la tête, j'ai créé pour toi une formation ETF Action pour t'apprendre à construire un portefeuille qui tourne quasiment en pilote automatique avec des ETF et quelques bonnes actions sans passer ta vie devant les marchés. On voit ensemble dans cette formation comment fonctionne la bourse sans blablabla technique, comment choisir un ETF et des actions solides étape par étape, comment mettre en place un système d'investissement automatique pour investir régulièrement, même si tu commences avec de petits montants. Et surtout, comment éviter les erreurs classiques qui te font perdre des années et donc de l'argent. Comment maximiser chaque euro que tu investis en choisissant le bon courtier qui ne te prenne pas une commission à chaque respiration. Bref, un plan complet pour maximiser le travail des intérêts composés. Et si cela t'intéresse, le lien se trouve dans ma description. Alors, et pour l'instant, oui, le Cameroun est du bon côté de cette équation. Pas parce que Trump nous respecte, pas parce qu'il nous aime, mais parce que statistiquement, les Camerounais rapportent plus qu'ils ne coûtent. Alors à partir de là, quelle est la meilleure manière de répondre à ces insultes? Est-ce qu'il s'agit de parler de réciprocité dans le vide ou est-ce qu'il s'agit de multiplier ces success stories et par-dessus tout, de développer aussi notre continent comme l'a fait par exemple les Chinois? De construire des économies africaines qui produisent, qui exportent, qui innovent au point où le reste du monde n'a plus le luxe de nous mépriser. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce de Dieu de voir le jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambe. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le et célébrer la vie. Alors, mes chers compatriotes, nous allons rapidement échanger ce matin sur un sujet très important. Ce sujet-là relève de notre dignité, de notre respectabilité, de notre fidélité à nous-mêmes et le respect que nous voulons imposer aux autres pour notre peau noire. Malheureusement, ce respect-là, on ne s'impose pas à nous-mêmes. Donc, on dit souvent chez moi que si tu ne te respectes pas, personne ne te respectera, quel que soit ton âge. Bien. Alors, vous avez écouté à l'introduction de cette publication un Camerounais brillant, parmi les Camerounais brillants, que je respecte beaucoup. De temps en temps, je regarde ces chroniques qui sont instructives. Alors, si tu veux mourir bête, il ne faut pas écouter le garçon que vous avez écouté là tout à l'heure, à l'introduction. Toutes celles de ceux qui veulent mourir bête, ne l'écoutez pas. Non, ça ne sert à rien de l'écouter. Ce n'est pas votre niveau. Il faut aller écouter les filles qui montrent les fesses au niveau des réseaux sociaux, ou alors rapprochez-vous des membres du gouvernement, on vous paye pour insulter les activistes, pour insulter ceux qui essayent de vous éclairer. Alors si tu veux mourir bête, côtoie les membres du gouvernement, on te paye un peu, parce que le montant le plus élevé c'est 30 000, si on le pousse c'est 50 000, et tu viens dans les réseaux sociaux, tu insultes des personnes, c'est toi qui dois donner qui est meilleur panafricaniste, qui a le droit de parler du Cameroun, qui est un bon ou mauvais Camerounais. Dans ce moment-là, il faut aller voir les membres du gouvernement. Sinon, il ne faut pas écouter le gars qui vient de parler là. Non, ne l'écoutez pas. Quand tu vas être bête, il ne faut pas l'écouter. Quand tu vas être bête, n'écoute pas ceux qui essayent de relever un certain nombre d'impairs qui nous plongent dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. N'écoute pas les autres. Il ne faut pas écouter Alain Foka. Non. N'écoute pas. Il ne faut pas écouter Nathalie Yam. Non. N'écoute pas Franklin Yamsi. Il ne faut pas écouter toutes celles et ceux qui essayent un peu d'éclairer. Je ne parle même pas de moi. Je suis l'ancêtre de ceux qu'il ne faut pas écouter. Allez écouter, remplissez vos pages, chargez vos téléphones pour regarder les sextapes, pour s'insulter entre vous, pour vous dénigrer. C'est mieux comme ça. Donc, laissez ceux qui essayent d'apprendre. Parce qu'ici, c'est l'académie des apprenants. Parce que nous sommes tous des ignorants. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois qu'ici,
je n'aime pas parler des bêtes parce que je ne peux pas soigner la bêtise. On ne soigne pas la bêtise. On soigne l'ignorance en allant au contact de ceux qui savent ce que tu ne connais pas. Là, tu vas à leur contact pour aller apprendre. Alors, tu soignes ton ignorance. On ne soigne pas la bêtise. La preuve en est que 43 ans plus tard, on pose les mêmes actes, on tue les mêmes enfants. Ça ne crée pas de problème dans leur vie. Ils continuent de poser les mêmes actes. Et pensant que ça va changer un jour. Non, ils ont choisi le démon, le diable. Donc, ça ne peut pas changer pour eux. Alors, on ne soigne pas la bêtise. Bien. Je voudrais donc saluer tous les Camerounais et toutes les Camerounaises qui sont là pour nous éclairer, qui sont là pour nous accompagner dans la connaissance. On ne connaît pas tout, on apprend tous les jours. Je voudrais donc dire merci à ce jeune garçon, merci à toutes celles et ceux qu'il a cités, qui font partie des vitrines importantes du Cameroun, dans tous les domaines. Il en a cité là que quelques-uns. Aux États-Unis, ils sont des milliers et des milliers qui font la fierté du Cameroun dans le sang, mais dans les actes, ils ne font plus la fierté du Cameroun parce que la plupart sont devenus américains. Parce que le compatriote, tout à l'heure dans son propos, il a parlé de l'optimisation, optimiser. L'Amérique optimise ses frontières, optimise ses enfants qui viennent d'ailleurs, qui sont mal aimés par leur pays. L'Amérique les optimise. Tout ce que vous avez écouté citer là par notre compatriote, il a cité Rebecca et Nonchon que vous voyez là. Il a cité Rebecca et Nonchon. Il a cité également Enis Adjim. Il a parlé de Bako Abianda. Il a parlé également de Raphaël, Nadine Duo, Elkin Adjano. Il a parlé du professeur Ezendunge, je pense, si je prononce bien, Ezendunge. Il a parlé du professeur Georgette Kemouni. Il n'a cité que ces quelques-uns là, 5 ou 7, qu'il a cités. Ils sont tellement nombreux ici aux États-Unis. Vous ne savez pas que l'un des meilleurs gynécologues ici aux États-Unis, c'est un Camerounais dans le Maryland. Il y a des enfants comme des enfants, je vous ai parlé ici régulièrement du fils de Benaye. Il y a comme ça des Camerounais qui font la fierté du Cameroun dans le sang. Mais dans leurs actions, ils ne sont plus des Camerounais. Ils sont des Américains. Parce que ces enfants-là ont choisi donc de servir à 100% l'Amérique parce que les portes de leur pays ont été fermées par une association d'imposteurs, de bandits et de criminels qui sont là au Cameroun. Alors quand vous parlez de Nonchon, Rebecca, brillante, belle, intellectuelle, si cette fille-là se présente au Cameroun avec un projet, lui, Paul Motazé et tous ces autres ne vont pas regarder le projet, ce que cette femme-là a dans sa tête et le Cameroun qu'elle porte dans son cœur. Ils vont regarder ses fesses. Tout le monde veut coucher avec elle. Tout le monde va escroquer ses partenaires avec lesquels elle est arrivée. Finalement, ne même pas faire l'amour avec elle, mais lui transmettre des maladies que ces gens-là portent dans leurs testicules pourris. Excusez-moi les mots, qui sont forts, mais c'est ce qu'ils sont, et c'est ce qu'ils font. Vous avez, le compatriote a cité tous ces gens qui viennent, tous ces Camerounais qui viennent de citer là. C'est des Camerounais qui pèsent très lourd. Aujourd'hui, qui ne pensent plus le Cameroun. Ils pensent l'Amérique. Ils pensent l'Amérique. Ils ne sont pas différents d'Elon Musk. Elon Musk est dans un domaine où on parle trop de milliards et ainsi de suite. Les Camerounais que vous voyez là sont dans des domaines différents, mais individuellement, ils forment dans une collectivité des intellectuels qui élèvent l'Amérique. Les impôts, ils les payent ici. On ne parle pas de ces enfants-là dans la gestion des impôts du Cameroun. Ces enfants pensent l'Amérique. Ils ne pensent pas à l'Amérique. Ils pensent l'Amérique, mais pensent à leur pays. Il y a une nuance. Penser l'Amérique, c'est penser l'Amérique dans son développement, dans son élévation. Faire briller l'Amérique de par le développement de sa pensée. Mais penser au Cameroun, c'est avec le cœur. Rebecca et Nonchon viennent du Cameroun. Et tous les autres viennent du Cameroun. De temps en temps, ils doivent penser à leur pays. Mais ils auraient aimé faire comme les Israéliens, les Juifs d'Israël,
qui sont ici et qui pensent Israël sont aux États-Unis. Mais la plupart du temps, je dirais 50%, bien même 60% ou 80%, ils pensent Israël. Et ils ont amené tout le monde aux États-Unis. La plupart des hommes politiques américains ne peuvent pas faire toute une campagne sans te parler des Juifs. Ils ne peuvent pas. C'est devenu une règle non écrite, mais qui est comme ça. Les Juifs ont imposé par leur comportement des personnes à penser à Israël, même si tu n'es pas juif. Tu dois penser Israël, pas penser à Israël. Penser Israël. Donc, un non-chant Rebecca, cette compatriote, elle pense l'Amérique. Sa vie, c'est ici. Bien que camerounaise, comme d'ailleurs tous les autres, les portes ont été fermées parce que là-bas, on ne cherche pas ceux qui brillent, qui font briller le cerveau. Non, on cherche ceux qui sont là pour les accompagner à abrutir leur cerveau, devenir des oisillons qui crient et partout, comme vous voyez dans les réseaux sociaux et dans l'administration camerounaise. Quand j'ai dit ça, je vous présente donc là le volet de notre compatriote dans l'élévation de toutes celles de ceux qui font la fierté de notre pays dans le cœur, mais la fierté et l'élévation de l'Amérique dans les actions. Ils sont tous, pour la plupart, américains. Malheureusement pour nous, on aurait bien voulu que tous ces Camerounais-là et d'autres qui sont dans le sport, dans le basket dans ce pays, qui sont dans le transport dans ce pays, qui sont dans la sécurité avec des grosses sociétés, qui sont dans l'agriculture, l'agroalimentaire, qui sont dans la médecine. Parce que ceux-là, on leur parle de Rebecca et les autres dans le high-tech et tout ça. Parce que c'est des gens qui sont capables de créer la Silicon Valley au Cameroun à moins de 90 jours. On oublie le Rwanda. Oui, monsieur. Malheureusement, les portes sont fermées. Alors, je vais revenir sur le sujet essentiel. Le compatriote a commencé par un sujet. Donald Trump a encore insulté les Africains. Hier, Donald Trump a encore insulté les Africains. Il a traité la Somalie de pays qui pue. Il a parlé des Somaliens comme des garbage, c'est-à-dire de la poubelle. Il a relancé sa vieille musique sur les pays africains qu'il considère comme des shithole countries, c'est-à-dire des pays de merde. Alors, pendant que beaucoup d'Africains sont repartis dans la colère, l'indignation, des sorties émotionnelles, lui, il continue tranquillement de signer des décrets. Il a encore insulté les Africains parce qu'il avait fait la première fois au premier mandat. Shithole country, c'était au premier mandat. Les Africains sont sortis. Donald Trump, pour qui se prend-il? Il a insulté les Africains. Il a fait ceci. Il a machin. Donald Trump, c'est un raciste. Donald Trump, c'est ceci. Vous l'avez vu, les enfants qu'on vient de citer là. Toutes les personnes qui viennent d'être citées tout à l'heure là, dans la publication. Rebecca et les autres. Qui insulte Rebecca et les autres plus que les Camerounais? Qui d'autre peut insulter? Posez-vous cette question et posons-nous cette question. Qui insulte Rebecca et Nonchon plus que les Camerounais? Qui insulte Eunice Adjim plus que les Camerounais? Qui insulte Bako Ambianda plus que les Camerounais? Qui insulte Raphaël le coach plus que les Camerounais? Qui insulte Elkin Adjano plus que les Camerounais? Qui insulte Nadine Dio plus que les Camerounais? C'est très grave. Donc on regardera ce que Donald Trump dit alors que nous sommes nous-mêmes à la base de la destruction des nôtres. Je ne sais pas si vous vous souvenez que la plupart des enfants des membres du gouvernement ont été envoyés aux États-Unis pour échouer. La plupart des enfants des membres du gouvernement avaient été envoyés aux États-Unis pour étudier, apprendre. Mais la plupart d'entre eux sont sortis ou avec les faux diplômes ou totalement en prison. Vous les connaissez, vous les avez vus. Et on a ramené d'autres au Cameroun qu'on a récupéré maintenant, on a envoyé à l'ENAM, à l'IRIC. Là-bas, le père est ministre, le père est gouverneur, le père est préfet, sous-préfet, directeur d'une grande structure, le père est tout ce que vous pouvez imaginer, directeur de cabinet. On peut acheter des notes là-bas. C'est ceux-là que vous célébrez. C'est ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux. Et c'est ceux-là qui vous accompagnent avec les influenceuses d'État, les prostituées. Là, vous ne voyez pas l'insulte.
L'insulte qui est faite à l'endroit de l'intelligence des créatures de Dieu. Que le Tout-Puissant a bien voulu que ces enfants-là naissent au Cameroun. Et comme je vous le dis tous les jours, c'est d'autres peuples qui profitent de ce que Dieu a bien voulu nous doter. Maintenant, on est content, on est d'ailleurs fiers d'eux. Fiers d'entendre un compatriote comme celui qui parlait tout à l'heure, les présenter. Beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas le coach Raphaël. Vous connaissez un non-chant parce qu'elle écrit. Elle n'a pas sa langue dans la poche. Elle écrit beaucoup, elle fait des articles. Mais il y a des Camerounais ici. Il y a ceux qui sont à la NASA. Il y a ceux qui sont dans la sécurité aéronautique aux États-Unis. Il y a ceux qui sont dans l'agroalimentaire. Qui insultent ces gens-là plus que nous-mêmes. Plus que le régime de Biya. Il y a un autre ici, dont je vous ai parlé l'autre jour, qui fait partie des meilleurs scientifiques, mathématiciens. Il sera reçu à la Maison Blanche. Je ne sais pas si ça a même déjà été fait. Mais nous allons applaudir ceux qui viennent dans les réseaux sociaux insulter les personnes. Alors que nous avons des gars, le peu qui a été cité là, à eux tout seuls, sont capables de faire venir au Cameroun. Les 5 ou 7 qui ont été cités par le compatriote sont capables de faire venir au Cameroun au moins 150 milliardaires et changer le visage du Cameroun en moins de 90 jours. Pourquoi est-ce que ce ne sera pas possible? Parce que lui, Paul Moutazé, verra en Rebecca, Eunice, Bako, Raphaël, Nadine, Elkin et les autres en danger parce qu'il pense qu'il va perdre son poste. Qu'est-ce qu'un non-chant a à foutre avec un poste de ministre où elle ne peut pas, qui ne peut pas capitaliser ce qu'elle peut gagner dans la vie? Qu'est-ce qu'elle a à foutre avec ça? Par contre, cette femme-là peut apporter son intellect, les ouvertures. Une personne a essayé ça. Lui-même aussi, il se fait ridiculiser tout le temps. Eric Tchindjé, de prendre les Américains ici, qui se reconnaissent comme originaires du Cameroun. Le gouvernement là, l'a humilié. Il est rentré avec la queue entre les jambes. Mais il continue toujours à traiter avec les mêmes personnes. S'il n'est pas avec X, il va se retrouver avec Akelemona. S'il n'est pas avec Akelemona, il va se retrouver avec X ou Z. Vous voyez un non-chant aller se faire ridiculiser comme ça. Vous voyez un non-chant aller se coucher sur des matelas pourris, empoisonnés au Hilton Hotel, et qu'un individu comme ça vient déposer des microbes sur elle. C'est une insulte à l'endroit de Dieu de ne pas capitaliser ce qu'il nous a donné. Maintenant, nous sommes en train de les regarder loin. On les regarde, on dit, ah ben, dis donc, le coach Raphaël, c'est un Camerounais. Bon, le basketteur là, c'est un Camerounais. Mais vous voyez la femme là, qui est à la mode là, c'est une Camerounaise. Rebecca, c'est une Camerounaise. On est fiers. Mais ces gens-là ne travaillent plus pour nous. Pensent au Cameroun, font notre fierté, mais font plus davantage la fierté de l'Amérique dans l'exercice de leurs activités, le développement, la pensée, l'élévation que le Cameroun. Parce que nous avons à la tête de notre pays une association des bandits, des truands, des criminels, des imposteurs. Alors quand Donald Trump se lève, pour ton information, si tu veux être bête, reste bête. Mais si tu veux t'élever, il faut accepter parfois quelqu'un qui t'insulte. Parce qu'avant que cette personne t'insulte, tu as souvent entendu ça. Mais cette personne a eu le courage de venir te dire publiquement ce qui se dit déjà tout bas. Moi qui suis un gars du centre, 100%, né à Douala, mes parents m'ont éduqué, n'est-ce pas? Je viens vous parler ici aujourd'hui pourquoi? Je vous parle parce que quand j'étais dans l'armée, j'écrivais déjà. Personne ne voulait écouter. J'écrivais, personne ne voulait écouter et on me ramenait toujours dans la discipline militaire. On ne parle pas comme ça, un militaire ne parle pas, un militaire n'écrit pas. J'ai dit, mais comment pouvons-nous reformer si nous n'avons pas des observations à faire? Je suis parti de là. Je parle ici pour se faire entendre. Alors, les insultes de Donald Trump devaient nous permettre de prendre nos responsabilités. Et je vous rappelle que Donald Trump, dans son premier mandat, il est la première personne à attirer notre attention. La toute première personne, après 50 ans, à sanctionner le Cameroun. À cause du Nozo. Les autres ont passé leur temps, Biden, à nous caresser au sens du poil.
Barack Obama. Mais mon premier contact avec le président Barack Obama, c'est une longue lettre que j'ai écrite pour demander au président Barack Obama de ne pas recevoir Paul Biya. Ne reçoit pas ce type. Il ne faut pas le recevoir. Parce qu'il ne fait pas l'honneur à sa jeunesse, qu'il décide de défendre, d'élever. Moi, je n'aime pas Paul Biya. Je le dis et je le répète, c'est connu. Oui, mais pour vous parce qu'il n'a rien fait pour la jeunesse. Je n'aime pas Paul Biya. Je le dis et je le répète, c'est connu. Oui, mais pour vous parce qu'il n'a rien fait pour la jeunesse. Et pour moi, mais je ne peux pas accepter quand on dit quelque chose qui n'est pas vrai sur Paul Biya. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils se sont basés sur l'article 27 alinéa 3 de leur parti politique qui a tout brûlé. Dans un pays sérieux, quand on dit qu'on a mis la candidature de quelqu'un qui a 92 ans, tout le monde sort. Pourquoi vous ne sortez pas? Pourquoi vous ne sortez pas? Dans un pays sérieux, quand on dit qu'on a rejeté la candidature d'un monsieur comme Maurice Kamto, qui est quand même le Brésil à une compétition, mais vous voulez quoi? Vous restez dans vos maisons, vous devez insulter Ndjok, vous insultez Cissé Bamanga, mais arrêtons ça à un certain moment. Comprennent ce qu'on dit, ils nous écoutent. Arrêtons un petit peu la haine. Ça ne construit pas un pays, la haine. Nous, moi je ne suis pas engagé pour vous plaire. Je dis à tout le monde qui me regarde, à chaque jeune, cherchez à être le changement que vous souhaitez voir de là où vous êtes, dans le secteur que vous avez choisi. Très important ce que je dis. J'ai été menacé 2 fois, tu ne le sais pas. Je devais aller au nord le mois passé, tout simplement parce que j'ai été dans un média. J'ai dit et je le redis, pour moi, Paul Biya, Issa Chiroma Bakari, le président Belobouba, c'est la même chose. C'est mon avis. Pour ça, qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Tu mets ton pied au nord, on va te tuer. On m'a envoyé des messages anonymes. Tu es d'abord un Malien, tu es un Aoussa, tu es ceci. Non, mais on va où comme ça? Incroyable. On ne construit pas un pays comme... Il ne fait pas honneur à tout ce que nous avons comme richesse. Premier mandat de Barack Obama, c'est moi, premier Camerounais à écrire pour dire j'ai été reçu ici et à Washington. Pour expliquer pourquoi. Les conseillers du président m'ont expliqué que si le président Barack Obama ne reçoit pas votre président, comment voulez-vous qu'il lui dise ce que vous pensez, ce que vous souhaitez pour votre pays? C'était un raisonnement profond. Malheureusement, cela ne nous a rien apporté. Alors, Biya a continué dans la médiocrité avec ce régime. Qu'est-ce que cela a produit? Ça a produit que quand Trump est venu, première sanction nous a enlevé dans la Goa. Qu'est-ce que Biya a à foutre avec la Goa? C'est nous qui, ça nous pénalise. Ça pénalise les petits commerçants. Il nous a enlevé l'aide militaire. Qu'est-ce que Biya a à foutre? Il a son armée qui le protège. C'est nos enfants qu'on tue dans le Nozo. C'est nos enfants qu'on tue avec Boko Haram. Il n'a rien à foutre avec ça. Alors, Donald Trump, quand il arrive, il envoie d'abord le warning. Il envoie les clignotants. Il dit voilà ce que je pense. Mais personne ne prend ça en compte. Personne ne réfléchit pas. Alors, réponds à cette question. Ma chère soeur, ma chère compatriote, toi qui m'as écrit sur Facebook. Quel regard veux-tu que Donald Trump ait de toi? D'une personne, d'un président, d'un citoyen d'un autre pays. Donald Trump sait très bien que dans ce pays-là, le Cameroun en l'occurrence, est un pays riche, de par ses enfants d'abord, est un pays riche de par son sous-sol, le diamant, l'or, le pétrole, le bois, le manganèse, même le sable. La terre seule est une autre richesse. Parce que si vous regardez les supermarchés aux États-Unis, ces supermarchés-là sont pleins des produits qui viennent d'Afrique. On trouve le manioc ici, on trouve le macabo, on trouve les patates, on trouve tout. Donc nous avons une terre riche. Mais seulement, cette richesse-là vient parfois des pays de l'Amérique latine. Alors, Donald Trump se dit, ce pays-là, qui est riche, qui a toutes sortes de richesses, qui a des enfants riches, et qui font la richesse de ce pays, l'Amérique, là où je suis, qui se sont battus pour que moi je sois libre dans ce pays. Mais le président de ce pays-là, lui, vit en Suisse. Le président de ce pays-là et sa femme vivent de l'autre côté. Le président de ce pays-là, ses enfants sont interdits de venir ici pour cause de drogue, de trafic de drogue ou de consommation. Comment veux-tu que Donald Trump respecte un pays pareil? Je te pose une question. Mais si Donald Trump met président devant le nom de Biya, c'est la forme et parce que Biya a son intérêt. Et je vais t'expliquer ça clairement tout à l'heure, tu vas comprendre. Ce n'est pas tout le monde qu'on appelle président qui est président, qui est respectable. C'est la politique.
Elle bat le président de la Guinée-Bissau. Il y a encore 4 jours, on l'appelait président. Aujourd'hui, il est devenu un président errant. Je dis bien, il y a encore quelques jours, il partait en Russie, il serait la main en Russie. Il partait partout. Il était invité partout. Aujourd'hui, il est devenu un président waya-waya. Donc, quand Trump connaît cette situation-là, il vous regarde. Il dit, mais quel est ce peuple bête? Quel est ce peuple imbécile? Quel est ce peuple qui demeure éternellement esclave? Aux Nations Unies, Trump dit, les pays n'appartiennent pas aux mondialistes. Les pays appartiennent aux patriotes. Il vous dit ça. Nous avons tout, mais nos enfants vont mourir dans les eaux de Lampedusa. Nous avons tout, mais nos enfants sont abandonnés ici. On te parle de Rebecca Elonchon, mais allez chercher un autre Ndokingé qui travaillait ici aux Nations Unies. Ndokingé, allez chercher qui était-il? L'homme que Paul Biya a refusé qu'il devienne secrétaire général des Nations Unies. On a attendu la lettre de Paul Biya pendant tout le temps, jusqu'à ce que la date est passée, le dépôt de dossier. Tous les autres pays n'avaient pas déposé de dossier, parce qu'on savait que, Ndokingé, c'était le meilleur des Camerounais, qui devait être le secrétaire général des Nations Unies. Paul Biya a refusé. Pourquoi? Parce que dans la tête de Paul Biya, la petite réflexion, comme ça, la réflexion de Paul, c'était que si Ndokingé devient secrétaire général des Nations Unies, il peut redevenir président au Cameroun. Paul Biya n'a pas pensé à l'élévation du Cameroun. Paul Biya n'a pas pensé aux Camerounaises et aux Camerounais. Il a pensé à cette petite personne et là où ça nous a conduit jusqu'aujourd'hui. Donc quand tu parles d'insultes, que Donald Trump a encore insulté les Camerounais, encore insulté les Africains. Qui insulte les Africains plus que nous-mêmes? Regardez comment les Africains sont traités en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, bon sang, bon Dieu. La Guinée équatoriale, que quand le président équato-guinéen devrait se déplacer, à l'époque de Ahidjo, c'est Ahidjo qui envoyait son avion, allait le prendre pour qu'il aille faire ses courses, qu'il aille faire ses missions. Aujourd'hui, cette Guinée-là, équatoriale, chasse les Camerounais, les parcs, les jette dans des camions, les renvoie au Cameroun. Les enfants qui ont fait des dizaines et des dizaines d'années là-bas, perdent tout. Ce sont des Africains. Ça se passe au Gabon. Ce sont des Africains. Ce n'est pas Donald Trump. Ce sont des Africains qui vous insultent. Parfois même à cause de votre mauvais comportement. Parfois à cause de votre mauvais comportement. C'est-à-dire qu'inspiré de la mauvaise gestion de ce régime, les Camerounais ne pensent plus. Ils ne sont plus humanistes. Ils n'ont plus cette âme d'humanisme en eux. Ils n'ont plus cette volonté-là d'aller travailler. Tout ce qu'ils ont en tête, c'est d'aller escroquer, d'aller voler. Et c'est le fort du gouvernement actuel. Endetté jusqu'ici. Le Cameroun est tellement endetté et que l'argent qu'ils ont récupéré partout, cet argent-là est capable, à lui tout seul, de développer le Cameroun, de tout le Cameroun, de développer la Guinée équatoriale, le Gabon, la Centrafrique et le Tchad. La semaine prochaine, quand j'aurai le temps, je vais vous partager cela. Quand vous entendez parler, quand vous entendez un Donald Trump qui insulte, Donald Trump n'insulte pas, on ne peut pas changer l'homme. Mais il faut reconnaître que quand quelqu'un t'insulte, aussi quelque part, pose-toi de bonnes questions. Est-ce que cette insulte-ci, vraiment, quand on insulte le Cameroun comme pays corrompu, pays de criminels, est-ce qu'on ment? C'est la vérité. Quand on dit que nous sommes riches, est-ce que c'est le mensonge? Mais que nous sommes pauvres, est-ce que c'est le mensonge? C'est-à-dire le président Paul Biya a trouvé des compagnies aériennes au Cameroun. On a tout détruit pour avoir une compagnie aérienne pour lui tout seul, sa femme, sa fille et son fils. Son fils prend l'hélicoptère, la fille vient régulièrement avec un jet privé, la femme sort avec un jet privé. Mais les Camerounais qui produisent cet argent n'ont rien. Et vous traitez que ce soit Donald Trump qui insulte les gens? Non. Donald Trump n'a pas insulté directement le Cameroun. Mais notez ce que je vous ai dit. Que chaque fois que ça se passe avec l'autre, tu n'agis pas. Tu es une victime en sursis. Donald Trump nous a copieusement insultés. Et je vais te dire pourquoi. Parce que le compatriote, dans son propos,
a dit que le Cameroun a échappé aux sanctions, alors que tous les pays ou presque de la sous-région ont été sanctionnés. Mon cher frère, je vais compléter ce que tu as dit, mais je vais ajouter une autre idée dans ce que tu as dit, tout en respectant, en saluant ce que tu as dit. Donald Trump nous a sérieusement insultés, a insulté tout le monde, à juste titre. Mais Donald Trump, le monsieur que tu vois, il est trop intelligent. On ne peut pas insulter tout le monde en listant des noms. Tout simplement parce que chacun tire son épingle du jeu. Mon cher frère, est-ce que tu sais que Paul Biya paye ici aux États-Unis des lobbies pour qu'on se fasse insulter? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que le régime de Paul Biya a payé des faux agents de Transparence Internationale, des faux observateurs de Transparence Internationale pour venir insulter les Camerounais? Qu'ils ont perdu une élection alors qu'ils ont gagné. Les Camerounais sont bêtes. Ils ont été payés pour ça, pour cet argent. Est-ce que tu sais qu'il y a un cabinet de lobby ici qui est payé pour écrire des fausses notes au président Trump? Derrière ça, tu sais combien de personnes vivent? Est-ce que tu penses que ça va déranger le président Trump qu'on paye un lobby de son pays qui paye des impôts, qui fait travailler des personnes? Parce que vous avez décidé que le vôtre reste dans la bêtise. Aussi longtemps que cet argent-là peut entrer ici, servir les Américains et les Français aussi, de l'autre côté, vraiment, ils n'ont rien à cirer. Mais le jour où ils vont lâcher Biyabi Vondon, c'est quand le peuple camerounais va se lever, comme ça s'est passé avec Mbalo, de l'autre côté, en Guinée. Le président Mobutu était l'invité spécial. Ses enfants passaient des vacances dans la maison de Bush, du président Bush père. Mais quand il est tombé malade, il a demandé le visa pour venir ici. On a refusé. On a refusé en France. Je pense que Robert Bourgi vous a mieux expliqué ça. Il s'appelait Mobutu Sese Seko Kukubwendo Wazabanga. Il a régné sur la République du Zaïre pendant plus de 30 années, devenue aujourd'hui République démocratique du Congo. Il fut chassé du pouvoir par Joseph Désiré Kabila à la suite d'une rébellion qui se constitua à l'intérieur du Zaïre. Comme le disent si bien les Saintes Écritures, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Qui aurait cru que ce puissant maréchal de l'armée congolaise de l'époque, qui tua Patrice Emery Lumumba, allait se retrouver seul dans ce cimetière chrétien de Rabat, loin de ses épouses, de ses enfants, de sa famille, de ses comptes en banque, de ses soldats ainsi que de ses soutiens. C'est une leçon de vie qui doit interpeller tous ceux qui sont encore au pouvoir. Rabat, cimetière chrétien, ce 20 novembre 2025. Il avait beaucoup de gris-griens, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde, les magiciens. Je les ai vus personnellement. Je les ai vus boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable. En diplomatie, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Et Donald Trump joue très bien le jeu. Mais le compatriote qui a parlé tout à l'heure, il a déjà expliqué ça une fois, il a seulement oublié. Et comme je suis un archiviste, je suis allé chercher ce que lui-même il a mieux expliqué que moi. Il avait tellement bien expliqué ça que j'ai utilisé cette vidéo-là lors d'une conférence avec des Camerounais, avec des Africains. Vous écoutez ce que cet enfant-là dit, ce que ce jeune Camerounais dit là, c'est la vérité. Vous qui n'avez pas écouté ça, je vous donne l'occasion de réécouter. Écoutez et regardez. Voici comment la France et la communauté internationale
ont décidé de soutenir le régime en place au Cameroun jusqu'au bout. Et ceci au travers de quelques techniques simples, soit par ignorer ce qui se passe au Cameroun, soit par minimiser les événements, soit d'une manière plus subtile en dissuadant les Camerounais de toute forme de revendication. Comme d'habitude avec moi, on ne va pas parler juste pour parler, mais je vais vous présenter les faits. Alors vous allez me pardonner si au courant de cette vidéo, je suis un peu trop émotionnel. Je vais vous présenter les faits sans détour parce que j'ai mené une petite enquête et il est désormais clair que les Camerounais ne peuvent compter ni sur la France, comme certains ont prétendu, ni sur la communauté internationale pour faire entendre leur volonté. Petit point de date, pour cette mini-enquête, je suis remonté seulement à la guerre du Nozo, c'est-à-dire en fin d'année 2016 et début 2017, avec la grève des avocats et des enseignants, qualifiée alors de mouvement corporatiste. À cette période-là, le 17 janvier 2017, RFI, la chaîne payée par le contribuable français, titre « Deux mouvements anglophones interdits ». La chaîne insiste ici sur l'interdiction administrative et les syndicats. Alors, dès le départ, il est clair que les médias cherchent à présenter le problème comme une question de société ou de loi et pas vraiment comme un problème politique. Le 24 janvier de la même année, Jeune Afrique explique que la crise est le résultat d'une série de grèves. Là encore, le projecteur est mis sur les grévistes qui seraient fautifs plutôt que sur la répression alors en cours. En 2018, au lendemain du vote, le même lexical est présenté. RFI, titre, Maurice Kamto revendique la victoire. France 24 aussi répète sans cesse que les résultats officiels ne sont pas encore sortis, comme pour dire que l'opposant ne fait que parler. Le 9 octobre de la même année, TV5 Monde va plus loin et qualifie Maurice Kamto de vainqueur autoproclamé, un hors-la-loi, une reprise quasi mot pour mot du vocabulaire gouvernemental, dans le but de faire perdre toute légitimité, toute crédibilité au professeur Maurice Kamto. Puis viennent les papiers de procédure. 19 octobre, France 24 titre, le Conseil constitutionnel rejette les recours. Le 22 octobre de la même année, RFI titre, Paul Biya réélu à la présidence. Le récit est centré ici sur la légalité formelle et non sur les irrégularités longtemps décriées au cours du processus. En 2020, lors des marches du MRC, la même musique continue. Les journaux payés par le contribuable français qualifient ces manifestations d'illégales, pendant que le Jeune Afrique souligne que Kamto peine à mobiliser, en voulant focaliser l'attention ici sur la faiblesse supposée de l'opposition, plutôt que sur les arrestations massives qui ont eu lieu. Ce que Jeune Afrique essaie de dire ici, c'est tout simplement que l'opposition est faible et ils ignorent complètement les arrestations massives qui ont alors lieu dans le pays et les détentions illégales et prolongées. Puis arrive maintenant 2025, un verrou supplémentaire, l'élimination du professeur Maurice Kamto de la course à la présidentielle en fin juillet. Il est tout simplement écarté de manière arbitraire le candidat et en début août, le Conseil constitutionnel confirme cette décision. Les titres français sont explicites et froids. Maurice Kamto ne pourra pas être candidat, titre RFI. La candidature de Maurice Kamto définitivement rejetée, titre Le Jeune Afrique. Alors, TV5 Monde enchaîne et titre décision irrecevable. Le message est clair et net. L'électeur n'aura pas le choix. La procédure légale à parler, à aucun moment il n'est question ici d'instrumentalisation du droit au service des intérêts partisans. Pendant la campagne, les médias donnent l'impression que tout est déjà joué. Paul Biya, 92 ans, indétrônable, titre même plusieurs journaux. Il rappelle qu'il y a 11 candidats, mais que l'opposition est divisée. Bref, rien qui fasse penser que le pouvoir pourrait changer de camp. Et quand vient la presse scrutin, RFI choisit de titrer « Issa Thirouma Bakary revendique la victoire avec des documents incohérents ». Une manière de neutraliser d'emblée la contestation. TV5 Monde suit le pas et parle surtout de contentieux post-électoral examiné par le Conseil constitutionnel. En gros, on ramène tout à la procédure, une procédure qui est d'ailleurs vide. En même temps, France 24 parle des morts à Douala pendant les manifestations, mais répète sans arrêt que les résultats officiels sont attendus, comme si les morts ne changeraient rien au déroulement normal des choses. Alors même que, à l'heure où ils font ces titres, ils sont au courant des tortures qui ont lieu au Cameroun, des arrestations sommaires. Bref, vous avez déjà compris le narratif. Inutile ici de rajouter le fait que RFI qualifie les Camerounais qui manifestent en demandant la vérité des urnes de partisans de ITB. Alors, au final, ces mots répétés finissent par créer une idée simple que le pouvoir doit continuer, que ceux qui contestent ont tort et que la rue doit tout simplement se taire. Alors, certaines personnes viendront dire que
la France et l'Occident veulent renverser Biya, moi je leur demanderai de quelle France et de quel Occident parlez-vous? Les Camerounais sont désormais face à leur destin. Bien, vous avez écouté, n'est-ce pas? C'est le même compatriote qui parle. Il a seulement oublié. Voici comment la communauté internationale soutient Biya. Le régime de Biya. C'est lui qui parle. Il a tellement bien expliqué ça que c'est clair, c'est net, propre comme l'eau de roche. En passant, vous vous souvenez très bien que les médias dont il a cité là, certains médias, sont financés par le peuple camerounais, par le peuple africain. Le président, le capitaine, le brillant président, l'estimé et respectable président, jeune président Ibrahim Traoré, vous a dit qu'il a trouvé au bureau, dans les lignes budgétaires, le financement des médias français. Vous étiez obligé de financer, que tu le veuilles ou pas, tu dois financer les médias français. Tu finances quelqu'un qui te détruit. Tu finances quelqu'un qui t'insulte à longueur de journée. Alors, qui insulte plus les Africains que les Africains eux-mêmes? Qui insulte plus le Cameroun que les Camerounais eux-mêmes? Quand le compatriote que vous écoutez là vous fait comprendre que les Occidentaux soutiennent le président Biya, le régime du président Paul Biya, la France et la communauté internationale, ils commencent d'abord par ignorer ce qui se passe. Autrement dit, ils font semblant d'ignorer ce qui se passe. Deuxièmement, soit ils minimisent les événements. Et troisièmement, soit en dissuadant les Camerounais de toute forme de revendication. C'est-à-dire, ces gens-là, ils font semblant de ne pas voir ce qui se passe, ils ferment les yeux. N'est-ce pas? Leurs intérêts sont engagés. Tu as la meilleure garantie chez eux. Ils ferment les yeux sur ce que tu fais. Tu peux voyager, tu peux monter, tu peux descendre. À partir du moment où tu payes leur facture, ils n'ont rien à cirer. De l'autre côté, ils vont dissuader les Camerounais de toutes les revendications de ce qui se passe dans leur pays. Ou parfois même on peut vous dire, comme la France l'a dit tout récemment, si vous continuez pas à manifester ici, on va arrêter ceux qui n'ont pas de papier. Pour vous dire non, non, arrêtez ça. Mais maintenant, les mêmes médias vont insulter Biya, vont insulter sa femme, pour monter les enchères quand il y a un dossier sur la table que Paul Biya doit signer. On dit qu'attention, si tu ne signes pas ici, voilà ce qui t'attend. Ils ont fait la même chose avec Obiangema. Ils ont arrêté tous ces biens, les voitures, les maisons, tout. Une enquête a été montée et une plainte a été déposée par une association. Comme tu peux m'asseoir ici, et ce que je vais d'ailleurs même faire rapidement, porter plainte au Cameroun pour une affaire que je ne vais pas encore vous dire ici. Je porte plainte, je gagne le procès, on saisit les biens du Cameroun, on met ça dans nos comptes, on ne le reste pas au Cameroun. Ça s'est passé avec Obiangema Teodoro en France, alors qu'il était régulièrement reçu là-bas. On le salue, on l'appelait Monsieur le Président. Il a aujourd'hui compris, il a coupé les ponts. Donc Monsieur Biya, que vous voyez là, non, il n'est pas épargné. Il n'est pas épargné. C'est que pour le moment, Biya est la garantie de certains enjeux qui ne profitent pas aux Camerounaises et aux Camerounais, qui profitent à des lobbies, qui profitent individuellement à cette caste-là. Et quand ça va commencer, on les arrêtera aussi comme ça se passe au Sénégal. Quand ça va commencer, on les arrêtera aussi comme ça se passe en ce moment au Gabon. Alors je tenais ici à te le dire, ma soeur qui m'écoute, mon cher compatriote, si tu ne te respectes pas, personne ne te respectera. Il n'y a aucun pays au monde qui est riche comme le Cameroun. La richesse du Cameroun, ça commence là, ce que les Camerounais ont dans leur tête. Le compatriote a cité 7 ou 5. Rebecca, Enis, Bako, Raphaël, Nadine. Mais les Camerounais, le chiffre de 100 000, non, n'est pas complet. Il y a des Camerounais ici qui ne sont, vous ne les connaissez même pas, qui travaillent dans l'agroalimentaire, mais personne ne sait où ils sont. Ils font des chiffres. Quand tu lui parles du Cameroun, il ne t'appelle plus. Il te dit que ce pays-là, je préfère vivre ici en attendant d'aller en enfer le moment venu. Mais je ne veux pas aller vivre en enfer tout en étant vivant. Parce que les gens qui gouvernent le Cameroun ne sont plus des êtres humains. Même Satan ne les reconnaît pas. On ne peut pas être bête, méchant
médiocres, imposteurs, jusqu'à ce niveau-là. À tous les niveaux, ils ont échoué. Et vous voulez que Trump fasse comment? Qu'il vienne vous cirer les pompes? Qu'il vienne vous saluer en vous cirant les pompes? Regardez ce que vous faites à la FECA Foot là. Est-ce que c'est logique? Quelqu'un qui a tout échoué, quelqu'un qui a tout perdu, on le prend, on le ramène. On te dit que non, c'est Chantal Biya qui a décidé. Hein. Vraiment, c'est Chantal Biya. Vous comprenez? C'est-à-dire, le président Trump doit parler des affaires importantes de l'Amérique. On te dit que non, vraiment c'est sa femme qui a décidé. Hein. Sa femme a dit que non, vraiment, il ne faut pas. Non, sa femme a dit que vraiment, non, ne parle pas pour l'intérêt de l'Amérique. Non, ne parle pas de ces choses-là. Ne prends pas de décisions. Ne reforme pas. Parce que sinon Chantal Biya va partir. Vous comprenez à quel niveau? Et vous voulez que Trump, qui connaît la situation, vous salue? Mais l'insulte de Trump, je vous dis, c'est la dopamine. C'est un message pour vous réveiller. Est-ce qu'il est le premier à vous insulter? Nicolas Sarkozy vous a dit quoi? L'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. Alors l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. Alors que ce sont les Africains. Sans les Africains, Nicolas Sarkozy ne serait même pas vivant. C'est nous qui avons libéré la France. Ce sont nos parents. Donc quand Nicolas Sarkozy nous parle, il doit nous parler étant à genoux. Pas pour nous remercier, pas pour s'humilier, non, pour nous remercier. Parce que se mettre à genoux, ce n'est pas toujours une forme d'humiliation, c'est une forme de reconnaissance. Comme chez nous, quand on parle à un parent, on se met à genoux, on parle comme ça, ce n'est pas parce qu'on supplie, c'est le respect. Nicolas Sarkozy devait s'agenouiller pour saluer tout Africain qu'il rencontre sur la route. Parce que c'est grâce à nous que la France est libre. C'est grâce aux Africains. C'est grâce aux tirailleurs sénégalais, tirailleurs congolais, tirailleurs ivoiriens et tous les autres Africains que la France est libre. Mais pourquoi est-ce que le président Sarkozy ne peut pas faire ça? Tout simplement parce qu'il sait que nous avons encore des présidents esclaves qui ne sont là que parce que Sarkozy a décidé, qui ne sont là que parce que Emmanuel Macron l'a décidé, qui ne sont là que parce que Hollande l'a décidé. Hollande. Pourquoi je te parle d'Hollande et Géré? Tu vois cette photo-là, du président Biya debout. Sur cette photo-ci, quand tu vois le président Biya, tu as l'impression qu'il attend un autre président, son homologue président africain, président européen, président américain, ou alors un émissaire du secrétaire général des Nations Unies, ou alors le secrétaire général des Nations Unies. Faux! Le président sur cette photo-là attend un bandit. Il va recevoir un bandit, Thomas Fabius, le fils de Laurent Fabius. C'est-à-dire, à cette époque-là, Hollande est président. Il ne reçoit pas Paul Biya. Le président Hollande ne faut pas recevoir Paul Biya, parce qu'il faut monter des enchères. Ouais, banal bani kaso, peste de mikoketa lambeke, mañana por la mañana. Señorita Ombrosito. C'est-à-dire, il faut payer pour être reçu. Alors pour cela, il faut monter les enchères. Parce qu'Hollande dit, ça fait passer par les coulisses, Hollande veut que Paul Biya parte. Et Paul Biya ne veut pas partir. Il ne veut pas recevoir Paul Biya. Hollande ne veut pas recevoir Paul Biya. Le cabinet civil, Martin Benga Boutou, rentre dans ce qu'il savait faire. La magouille. Il s'arrange donc à ce que Paul Biya soit reçu par le biais du fils de Laurent Fabius. À l'époque, Laurent Fabius est ministre des Affaires étrangères. On passe par son fils, un voyou, qui est condamné, poursuivi dans les casinos américains pour avoir fui avec l'argent des casinos. Paul Biya ne reçoit pas ses ministres. Paul Biya ne reçoit pas les Camerounais. Mais va se tenir debout pour attendre le fils de Laurent Fabius. Le gars que vous voyez assis avec Paul Biya là, c'est un bandit. Paul Biya a payé beaucoup de milliards. C'est Martin Benga Boutou qui raconte cette affaire. Lui-même, Paul Biya a payé beaucoup de milliards alors que le peuple camerounais manque d'eau, manque d'électricité, manque de quoi manger, n'est-ce pas? Et les services de renseignement américains qui savent ça, vous croyez que quel est le langage que vous voulez que Donald Trump tienne vis-à-vis de vous? Mon cher ami, Donald Trump respecte les intérêts de son pays. On va le traiter de raciste, dites ce que vous voulez. On va le traiter de méchant. Il parle d'abord pour son pays. Nous parlons pour qui? Nous sommes les premiers criminels de nos propres compatriotes. Nous-mêmes. On tue dans le nozo. On tue les enfants comme si on tuait les poules. On tue des bébés. Voilà, nous sommes à l'hôpital Génico. Nous sommes à l'hôpital Génico avec un cas d'urgence.
La maman a eu un accident avec son enfant. Elle est déjà décédée dans la voiture. Voilà l'enfant ici à l'entrée. L'enfant ici à l'entrée, personne ne veut prendre cet enfant en charge. Vous-même voyez ce pays. Voilà l'enfant qui est en train de partir dans un centre d'urgence. L'enfant est là, personne ne prend en charge. Là voilà, on appelle le chirurgien, on appelle Washington. Voilà l'enfant qui est en train de mourir. Personne ne veut s'organiser. C'est ce pays-ci qu'on veut, n'est-ce pas? C'est le pays-ci qu'on veut, n'est-ce pas? Si cet enfant meurt, vous allez confirmer. Voilà l'enfant qui a Covid. Elle respire. Elle respire. Hôpital Génico de Yaoundé. Hôpital Génico de Yaoundé. La maman est décédée. Voilà l'enfant qui respire. Ils sont incapables de prendre cet enfant en charge. Voilà les réalités de ce pays. Voilà ça. Voilà les réalités de ce pays. Cet enfant s'il meurt, je vous jure vrai. Vous allez confirmer ici là. Je dis que l'enfant s'il meurt, personne ne va sortir là-dedans. Hein? Personne. Voilà un hôpital de référence. C'est ça le Cameroun. Voilà ça. Vous-même témoignez. On forme des médecins, on forme ceci. Un cas d'urgence arrive. Un petit enfant, on va appeler le chirurgien. Pour prendre l'enfant en charge, il faut appeler le chirurgien. N'importe quoi. Si c'est votre enfant, vous allez laisser. Vous allez appeler le chirurgien. Foutaise là. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça, l'enfant est en train de partir. Voilà l'enfant qui est en train de partir. On appelle le chirurgien. On appelle le chirurgien. Appelez votre chirurgien. Mais je vous jure que si cet enfant meurt, vous allez sortir avec les pieds cassés. Voilà l'enfant qui respire. Voilà l'enfant qui respire. Il faut appeler le chirurgien. Hôpital de référence, mon cul. Voilà ça, vous-même témoignez. Ça fait déjà 19 minutes, plus de 10 minutes nous sommes là. 10 minutes nous sommes là. Voilà un enfant qui va avoir un accident. Non madame, non arrêtez, arrêtez. Arrêtez vos histoires là. Arrêtez vos histoires là. Arrêtez ça. Je filme. J'ai le droit de filmer. J'ai le droit de filmer. On coupe même de cet enfant. Sa mère est décédée. Arrêtez de filmer. On vous a filmé pour ça. Vous sauvez des vies. Il faut appeler le chirurgien. Vous racontez quoi? Appelez le chirurgien. L'enfant s'il meurt là, vous allez vous sortir des pieds cassés. Je vous dis la vérité. Voilà ça. Hôpital Génico. Voilà ça, les voilà. Les voilà. Formés pour ça. Les voilà tous. Et ça, elles sont en train de fuir. Les voilà. Vous faites quoi pour vous occuper de cet enfant? Mon frère, si cet enfant meurt là, moi je suis allé démarrer mon véhicule garé pour venir porter cette dame, la mener. Parce que tout le monde a refusé de la prendre. Vous comprenez? J'ai le droit. Portez-moi plainte. Je connais mes droits. Portez-moi plainte. Si vous voulez, je vous donne mon nom. Hein. On tue des journalistes. Martinez Zogo est encore couché à la morgue. On tue des hommes politiques. On en a encore tué hier. Et Kani Anissé, il est encore tout frère de l'autre côté. Me diras-tu, on ne tue pas dans d'autres pays? Oui, mais dans ce pays-là, ils ont les fondamentaux, ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité. Toi, tu tues pour quelle raison? Si on dit aujourd'hui qu'on a tué aux États-Unis, tout le monde est à l'arme. Ça fait partie de la Constitution. Première puissance mondiale. Est-ce que vous avez déjà vu comment le président Trump parle avec le président saoudien, Ben Salman? Respect. L'Arabie Saoudite et le Cameroun, c'est deux mondes différents. À côté du Cameroun, l'Arabie Saoudite est un pays pauvre. Matériellement. Pauvre. De sous-sol. Ce compte même les intellectuels camerounais, on les pose face aux intellectuels saoudiens. Je pense que nous allons gagner. Je pense.
qu'est-ce qui fait la richesse de cet enfant-là? Écoute ce qui fait la richesse des Saoudiens. Écoute ça. If you're comparing with Nigeria, listen to this. Nigeria has oil before than Dubai. It's a history. They are more rich than us. They have agriculture, they have mining, they have everything, you name it, they have it. Am I right or wrong? When you have a true leadership, which we have nothing, but we have everything because we have the right leadership. That's the only thing you need, a right leader for your country, not corruption. Voilà, ce qui fait la richesse des Saoudiens, c'est avoir des meilleurs leaders, des bons leaders qui pensent le pays, qui pensent l'Arabie Saoudite, qui pensent l'Amérique, qui pensent la Russie. Et regarde comment quand le président Trump parle avec le président russe. Alors que le président russe vient au Cameroun, pourquoi? Parce que le Cameroun était parce que Paul Biya est beau. Vraiment, Poutine n'a rien à cirer avec Paul Biya. Il y vient parce qu'il y a ses intérêts. Au Mali, au Burkina, au Niger, parce qu'il y a ses intérêts. Pendant ce temps, quels sont ceux qui font les intérêts de la Russie? C'est la jeunesse. C'est le transfert de technologie. C'est le transfert des intelligences. Nous, qu'est-ce que nous allons transférer à nos enfants? La masturbation, la zoophilie, l'homosexualité. Oui, monsieur. Quand tu entends Poutine s'asseoir, faire défiler des missiles, il te dit qu'il célèbre 80 années d'une guerre. Et les enfants qui défilent ont 20 ans, 30 ans, 35 ans. Mais la puissance de la Russie continue toujours d'aller hop, 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 and hop. Pourquoi? Parce que c'est le transfert. Nous faisons le transfert, nous les petits bonanga, nous faisons le transfert de la corruption, de l'homosexualité, du vol, du banditisme, du mensonge, du tribalisme, la corruption, la méchanceté et le crime. C'est ça que nous faisons. Les autres régions ne sont pas exemptes. Mais c'est nous qui avons la locomotive. Alors quand le garçon là parle, il mène tellement des enquêtes minutieuses que vous n'avez même pas encore eu l'occasion d'écouter cet enfant. Je vous dis, allez vous enregistrer chez lui, sur ses pages. Et écoutez, je vous invite donc à écouter ce qu'il dit ici. Cameroun et encore Cameroun, c'est pas croyable. Sachez que désormais, vous n'aurez plus là à vous cacher. On va courir avec vous. Vous prenez le virage, on sera ensemble dans le virage. Le 100 mètres, on sera ensemble. C'est pas croyable. Donc, ce sont les Anglais qui ont demandé à partir. Wonderful. Écoutez, hein. Les Camerounais, je vois souvent, malheureusement, dans les réseaux sociaux, les gens poursuivent les agents INEO avec la matière. Ce n'est même pas la faute des NEO parfois. C'est d'abord et surtout parce que nous avons un système qui n'est pas gouverné comme il faudrait. Gouverner, c'est prévoir. On n'a pas prévu. On n'a pas prévu que quand Nachigal devait être fini, il fallait les câbles pour tirer ça jusqu'à Douala. On n'a pas prévu que en donnant la NIO effectivement à des Anglais, il fallait avoir tel point de contrôle pour s'assurer que la concession qui est censée aller jusqu'en 2031, le voilà qui s'en va avant la fin de la concession. Et on se tape le dos à la poitrine en disant qu'on a nationalisé. Nationaliser quoi? On préfère avoir une entreprise qui fonctionne avec des capitaux qui sont posés sur la table pour investir, ou une entreprise qui est nationale mais qui ne sert à rien parce qu'on ne sait pas la gérer. Et NIO a quand même 800 milliards de dettes. Ça, c'est le ministre de l'énergie qui le dit lui-même. C'est le même argent, le même quantité d'argent qu'on a dépensé pour construire Nachigal. Hein. Il a fallu 800 milliards de francs pour investir pour construire Nachigal. Ça, c'est le niveau de la dette de NIO. Et là où les gens sont en train d'être contents, il faut quand même se rappeler que ce n'est pas forcément le gouvernement qui a demandé ça. C'est d'abord et surtout les Anglais qui ont commencé à se fâcher. Actis a été traîné en justice ici à Douala en 2019 par Tradex pour 53 milliards de dettes qui n'étaient pas payées. Alors même que le ministre en 2019 avait sorti 13 milliards qu'il a mis des finances, qu'il a donné à NEO pour payer sa dette à Tradex qui fournit du fuel pour les centrales à gaz, à carburant. Et il n'y a que 6 milliards qui sont arrivés chez Actis. On se souvient aussi de l'épisode qui a fait des délestages partout au Cameroun ici pendant 4-5 mois, à partir de fin 2023. C'est parce que Globelec avait dit ça, j'en ai marre de cette dette-là. Il faut que Eneo me paye une partie de 137 milliards de dettes chez Globelec. Ils ont fermé les centrales de gaz de Kribi et de Libamba. Et on a tous souffert ici, en plus de la fin d'année. Les faits sont passés dans une situation compliquée. Donc, les Camerounais sont conscients de la réalité qu'ils vivent. Ils sont conscients qu'il n'y a pas eu d'amélioration avec la privatisation. Donc, n'essayons pas de les flouer, de faire croire qu'on renationalise parce que c'est un plan stratégique extraordinaire. Non, on a échoué. On ne fait pas le bilan de ce qui s'est mal passé. On revient simplement à la situation d'il y a 24 ans. Et on va donc continuer dans ce sens-là si on ne fait pas ce qu'il faut pour que les choses fonctionnent. Or, elles sont connues.
Elles sont connues, ce qu'il faut faire, c'est connu, mais on ne veut pas faire parce qu'on est englué dans cette mauvaise gouvernance dans le système de la gestion des électricités au Cameroun et particulièrement dans ce découpage qui a été fait et qui confie à Eneo cette... c'est comme un cadeau empoisonné. Comment peut-on avoir des administrations publiques qui ne payent pas leurs factures à Eneo et on veut que Eneo demain paye ses fournisseurs? On est en train de discuter le budget, le ministre des Finances boucle son budget qu'il a présenté aux députés dans quelques jours. Il va prévoir un budget de fonctionnement pour chacun des ministères et pour toutes les institutions publiques qui sont au Cameroun. On ne prévoit pas qu'ils doivent payer l'électricité, ces institutions-là. Comment peut-on confier 35 milliards de francs en moyenne à un ministère au Cameroun et on ne prévoit pas qu'ils payent la facture d'électricité à Eneo? Eneo fonctionne comment? 800 milliards, c'est toujours nous-mêmes qui sommes la cause de cela. Il faut se le dire. Et donc, ça va mettre un Camerounais à la tête. C'est toujours M. Konchunana Kenchouchi qui était le directeur général, hein, avant qu'on ait fait venir les Français, Mansoui et puis le Belge, etc. Sachez désormais que le temps des mensonges bien emballés, c'est terminé. Vous n'aurez plus où vous cacher. Jusqu'où vous allez comprendre que vous ne pouvez plus vous cacher. Parce que là où vous cachez, c'est là où nous sommes. Donc, c'est Eneo qui a demandé à partir. Ce sont les Anglais qui avaient ras-le-bol. Donc les gars utilisent l'électricité comme les gars utilisent à Douala l'électricité dans le Mapani ne payent pas. C'est la même chose que les gars utilisent l'électricité dans les ministères, à la présidence, Etienne sera partout. Les gars utilisent le pétrole, ils utilisent tout gratuit. Et en plus, l'argent des impôts du contribuable camerounais, ils se servent encore. Ils vivent gratuit, ils se servent gratuit. Donc, on va courir avec vous désormais. Vous prenez le virage, nous sommes ensemble. Vous prenez le 100 mètres, nous sommes ensemble. Vous n'aurez plus là où vous cachez. Mais les gars sont sortis en grande pompe. Oh, on va nationaliser. Mais vous savez déjà que vous nous volez, vous faites ce que vous voulez. Mais ça sert à quoi de venir nous prendre des mensonges? Des mensonges dont vous savez qu'on va rien vous faire. Mais pourquoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Mais vous n'avez même pas besoin, vous avez fabriqué les élections. Elles ont été acquises à votre cause, vous avez tout eu. Pourquoi ne pas rester tranquille? On dit souvent que c'est souvent mieux de se taire que de dire une bêtise qui va faire qu'on a honte à la fin. Mais le ministre sort en grande pompe. On a nationalisé, il dit on a nationalisé et toutes ces choses-là. Il aurait dit qu'on avait déjà trop de dettes. Et les Anglais en ont marre de nous. Ils ont dit qu'ils n'en peuvent plus. Voilà pourquoi ils nous ont remis notre paquet empoisonné. Vous venez raconter merde, Cameroun. Il y a encore la honte dans ce pays. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, nous avons construit un barrage qui s'est noyé avant de nous produire l'électricité que nous attendions? Oui, vous avez bien entendu. Après avoir investi près de 35 milliards de francs CFA pour la construction d'un barrage hydroélectrique censé apporter de l'électricité dans le département du Dja-et-Lobo, région du Sud, c'est plutôt nos impôts qui se sont retrouvés dans le noir au terme de ce projet. Attachez votre ceinture ou votre sanja pour être plus à l'aise. Inspirez un bon coup avant de plonger dans ce qui va suivre pour éviter de vous noyer vous aussi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Njangui News, votre programme préféré qui décortique la mauvaise gouvernance et le gaspillage de l'argent public au Cameroun. Si vous avez appris quelque chose à la fin de cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager pour ne pas laisser les autres dans le ndem. Le barrage de Mekin, c'est ce projet lancé en 2010 pour produire 15 MW d'électricité. C'est donc un petit barrage au regard des infrastructures similaires construites dans le pays, qui devait essentiellement alimenter en énergie les localités du département du Dja-et-Lobo, comme le village de Vromeka, et quelques localités dans le Nion-Isso. Le coût initial du projet était estimé à 25 milliards de francs CFA, financé à 25% par l'État du Cameroun et à 75% par un prêt contracté auprès de la Exim Bank China. Mais comme souvent au Cameroun, la maquette est très différente de la réalisation. Ainsi, en 2020, c'est-à-dire 5 ans après le délai initial de livraison annoncé et après 10 milliards de francs CFA de dépassement budgétaire, l'ouvrage n'était toujours pas opérationnel. C'est-à-dire qu'on a quand même essayé, on a testé en 2019 et on a pu injecter 11 MW dans le réseau interconnecté Sud, mais on a très vite dû arrêter la machine à cause de problèmes identifiés aussi bien sur la turbine que sur les transformateurs. En juillet 2023, on a quand même réceptionné le barrage, mais un an plus tard, il a fallu procéder à un arrêt total de l'infrastructure. Pourquoi? Parce que les pompes étaient inondées. Oui,
on parle bien d'un barrage hydroélectrique qui est donc censé être alimenté par l'eau et qui a été inondé. Qui a recruté ces ingénieurs? Les Tortues Ninja. Face à cette situation complètement foireuse, comment a réagi la direction générale de l'entreprise d'exploitation du barrage en question? Et surtout, comment a réagi l'État du Cameroun, qui a quand même misé gros par son apport personnel, mais également par l'emprunt important réalisé auprès de la banque chinoise? On en parle dans la deuxième partie de cet épisode. Le temps pour vous de remonter à la surface, prendre un peu d'air. Abonnez-vous pour ne pas manquer la notification de publication. Écoutez et regardez. Voici là où l'acteur meurt dans le film, dans cette affaire du barrage de Nachtigal. La société qui gère le barrage, la Nachtigal Hydropower Company, NHPC, facture 10 milliards de francs CFA chaque mois à Eneo, la société de distribution, pour l'électricité produite depuis la livraison officielle du barrage. Que celle-ci soit utilisée ou non. Ce n'est pas le CCA, hein? Juste la stricte application de la clause Take or Pay prévue dès le départ dans le contrat et qui prévoit effectivement qu'Eneo paye son fournisseur NHPC que sa production soit consommée ou non. Sauf qu'Eneo, comme vous le savez peut-être, est au bord de la faillite. À la fin 2024, la société affichait déjà une dette de plus de 800 milliards de francs CFA. Alors les nouvelles factures de NHPC, elle a un petit peu de mal à les payer. Résultat, comme souvent, on appelle l'État à la rescousse, qui doit ressortir son chéquier pour sauver le soldat Eneo. Le ministère des Finances négocie en ce moment une nouvelle ligne de crédit de 100 milliards de francs CFA pour pouvoir payer les factures de NHPC à la place d'Eneo. Oui, vous avez bien compris. On a donc emprunté près de 80% de 800 milliards pour construire le barrage de Nachtigal et on emprunte à nouveau 100 milliards de francs CFA pour régler les factures liées à la production de cette électricité qu'on n'utilise pas encore. Donc, malgré un financement avec des acteurs internationaux de premier plan qui réunit EDF avec 40% du capital de NHPC, la SFI, filiale de la Banque mondiale, 20% du capital de NHPC, l'État camerounais, 15% du capital et d'autres partenaires internationaux, personne n'a vu venir l'absurdité de cette situation. Qu'en est-il de nos députés qui sont censés contrôler les investissements de notre État? Sont-ils au courant de la situation? Le barrage de Nachtigal est une preuve de plus que le Cameroun n'a pas de problème d'argent pour son développement. Le véritable problème, c'est la mauvaise gouvernance de nos dirigeants. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Lorsqu'on dépense 800 milliards de francs CFA pour la construction d'un barrage qui est censé produire de l'électricité, et qu'ensuite on paye 10 milliards de francs CFA chaque mois pour une électricité qu'on n'utilise pas, est-ce qu'on avance vers la lumière pour tous ou vers un dème total? Dites-moi tout en commentaire. Politique no Minyangi, politique na good sense. Restons vigilants et surtout restons mobilisés. Bien, il parle de quoi? Il parle du Cameroun, l'argent du Cameroun, le pétrole camerounais. Le même exercice il a fait avec l'eau au Cameroun, avec Eneo. Il a enquêté. Donald Trump sait, la communauté internationale le savent, puisque ce sont leurs sociétés alliées, intermédiaires, des marchands qui profitent. Comment voulez-vous qu'il respecte Biya? Il regarde Biya comme ça, en attendant que Biya tombe. Et il va bloquer. Vous allez voir ce qui va se passer avec les comptes bancaires de ces gens-là. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit ici avec Ngalamoui, la fille qui joue à l'équipe nationale, qui couche avec toutes les filles là, l'équipe nationale. Vous avez déjà vu ainsi beaucoup dans votre vie? N'est-ce pas? Je vous avais dit qu'elle est en formation. Elle représente un lobby. Elle va aller s'asseoir en Côte d'Ivoire. Et on va la faire venir par la grande porte. C'est ce qui s'est passé. Alors tu devrais donc poser la question, que veulent les dirigeants camerounais? Vous voulez officialiser l'homosexualité, légaliser publiquement. Vous voulez condamner sévèrement. Qu'est-ce que Donald Trump a fait quand il est arrivé? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Peut-être vous avez oublié. Écoutez. Je mettrai aussi fin aux politiques gouvernementales qui tentent de forcer l'inclusion dans tous les aspects de la vie publique et la vie privée, l'inclusion et la diversité, que ce soit en termes de genre ou en termes de race. Nous allons forger une société qui ne voit pas la race basée uniquement sur le mérite.
À compter d'aujourd'hui, ce sera la politique officielle du gouvernement américain qu'il n'y a que 2 sexes, hommes et femmes. Bien, vous avez écouté, il arrive, il vous dit que moi ici là, c'est l'homme et c'est la femme. Je crois en Dieu, je suis chrétien, je vais arrêter tout ça. Les enfants qui demandent aux enfants d'aller faire ci, d'aller faire ça, j'arrête tout ça tout de suite. Il arrive, il vous dit, il y a des financements qui sortent pour alimenter le terrorisme. Je vais arrêter ça très rapidement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé USAID. Il a dit quels sont ceux qui financent le terrorisme. Nous, qu'est-ce que nous faisons? On vole, on pille. Quand tu veux parler, on te donne 30 000 francs pour venir insulter les personnes. Alors je voudrais vous dire ici, mes chers amis, soyons conséquents. Aussi longtemps que nous n'allons pas nous respecter, personne ne nous respectera. On nous manque le respect partout dans le monde entier. On travaille à gauche, on travaille à droite. Mais dans notre propre continent, les Libanais nous traitent d'esclaves. Les Indiens, nous travaillons chez eux là avec les assiettes. Ils sont les patrons de compagnie. Aux États-Unis, on les trouve. Dans leur propre pays, on les trouve. Et dans tous ces pays-là, nous sommes des esclaves. Même nos ministres sont des esclaves des Libanais. Au Cameroun, aucun Libanais, aucun ministre au Cameroun ne peut parler à un Libanais au Cameroun en regardant. Il baisse la figure, il baisse le regard. Et vous voulez que Trump vous respecte? Non. Trump respecte le sous-sol, monsieur. Trump respecte l'argent qui rentre chez lui pour développer son pays. Il n'a rien à faire avec vous. Et il a raison. S'il peut même vous pisser sur la tête, il vous fait pipi sur la tête. Personne ne fera rien. Parce que c'est ce que nous méritons. Oui, monsieur. Quand nous allons grandir, nous allons apprendre à comprendre qui nous sommes. Le langage changera. Il y aura un respect. Alors si nous ne pouvons pas nous respecter nous-mêmes, personne ne nous respectera. Donc, il suffit donc de regarder tout simplement ce qui se passe à l'intérieur de notre pays, comment nous sommes traités dans notre propre pays pour demander aux autres de nous respecter. Sinon, ça ne marchera pas. Aussi longtemps que nous allons nous respecter nous-mêmes, nous imposerons le respect à l'international. On ne demandera pas à quelqu'un de nous respecter, mais notre façon de nous comporter imposera le respect. Qui ignore qu'on tue les enfants dans le Nozo? Qui ignore qu'il y a eu guerre au Cameroun? Quel est le pays de la communauté internationale qui en parle? Parce que ça les arrange. Tuez-vous entre vous. À partir du moment où Paul Bialu nous paye pour qu'on ne parle pas. Oui, on nous sommes payés pour ne rien dire. On nous sommes payés pour notre silence. C'est un avocat qui me donne les documents de... Tu appelles ça comment? De ce lobbyiste-là que Biya paye pour mentir sur le Cameroun. Et vous avez vu ça avec la Transparency Internationale. Vous avez vu ça? Alors vous voulez que Trump vous respecte comment? Alors quand vous voyez ce compatriote-là, citer les noms qu'il a cités là, qu'est-ce qui fait citer ces noms-là? Le respect que ces enfants-là se sont imposés. Ils ont travaillé. Ils ont mérité ce qu'ils sont. L'élévation, le respect. Ce qui fait que l'Amérique les respecte. Certains, on leur a demandé de devenir américains. Est-ce que vous savez qu'ici, dans certains pays, dans ce pays-ci, là, d'autres se battent pour devenir américains, d'autres même, c'est l'Amérique qui vous propose de devenir américain. Parce que vous êtes porteur de la science. Vous êtes porteur de l'intelligence. Ils vous prennent pour défendre l'intérêt de l'Amérique. Et ça dans tous les domaines. La bourse scolaire, étudiantine à l'université, bourse sportive, dans tous les domaines technologiques, scientifiques, on fait le tour américain pour défendre les intérêts. Mais chez nous, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'aristocratie. On te sodomise, on te donne un bureau, tu restes là, tu dors, tu voles l'argent, après tu finis en prison. On te tue, on tue ta mère, on tue ton père, on dit rentre dans une secte. Avec ça, on va se lever? Non. Donald Trump a le droit de nous insulter. Et c'est ce que nous méritons. Jusqu'à ce que ça change. J'ai dit. Merci à ce compatriote et merci à toutes celles de ceux qui représentent valablement le Cameroun. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Est-ce que vous saviez que nous avons réceptionné au Cameroun un gigantesque barrage hydroélectrique en 2025? Oui, je parle bien du barrage de Nachigal reçu en mars 2025 et qui nous a coûté près de 800 milliards de francs CFA. Ce projet, qui devait nous aider à régler une partie de nos problèmes de délestage, a surtout mis en lumière le paradoxe énergétique de notre pays. Avis aux cardiaques et âmes sensibles, merci de bien vous asseoir
avant de suivre le reste de cette vidéo. Ça va secouer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Djangui News, votre programme préféré qui décortique la mauvaise gouvernance et le gaspillage de l'argent public au Cameroun. Si vous avez appris quelque chose à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager pour ne pas laisser les autres dans le ndem. Le barrage de Nashigal, c'est le plus gros barrage jamais construit au Cameroun. Situé sur le fleuve Sanaga, à 65 km de Yaoundé, il peut produire 420 MW d'énergie. C'est à peu près 30% de l'électricité disponible dans tout le pays. Impressionnant, non? Oui, mais bon, tout cela reste très théorique pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on a fini de construire le barrage avant de se rendre compte qu'on n'a pas les moyens de transporter toute cette énergie. Yes. Enfin, j'exagère un petit peu. On avait bien prévu de construire des lignes haute tension pour transporter l'électricité en même temps qu'on construisait le barrage, mais à la fin du barrage, elle n'était toujours pas toute disponible. La ligne conduisant l'électricité jusqu'à Yaoundé a bien été livrée, mais celle qui devait aller jusqu'à Douala, qui restait la zone la plus importante de consommation d'énergie du pays, n'est toujours pas construite à ce jour. Résultat, une bonne partie des 420 MW d'énergie produite ne sert à rien. Elle reste bloquée là-bas à Nashigal. Et pendant ce temps, les Camerounais continuent de subir les coupures de courant un peu partout dans le pays. Mais bon, vous me direz, les glissements de date là, on connaît très bien au Cameroun. C'est quoi la nouveauté ici? Accrochez-vous.